Première partie. J'ai tout perdu, puis je me suis trouvée. Le parcours d'une fille. Arrêtez les recherches. J'étais cachée en moi. Nous avons tous une lumière intérieure qui cherche à nous ramener à la maison. Mais comme parfois tout s'éteint, nous n'avons pas d'autre choix que de retrouver nous-mêmes notre chemin. C'était peut-être votre cas. Ça l'a certainement été pour moi. Aussi longtemps que je me souvienne, je savais intérieurement que j'avais une raison d'être au monde. Je savais que j'avais une mission de vie, une vocation, mais tout cela me stressait complètement. Je sentais un immense poids de responsabilité sur mes épaules. On aurait dit que j'avais cette tâche urgente et que le temps fuyait. Vous savez, quand vous avez un devoir ou un travail à faire pendant la fin de semaine et que vous ne pouvez pas vous détendre avant que ce soit fini. Eh bien, c'est tout à fait ainsi que je me sentais. Comme si j'avais oublié quelque chose, un murmure que je n'arrivais pas tout à fait à distinguer. Ce sentiment me tracassait quand je me mettais au lit, en pleine nuit et au réveil. J'avais passé la plus grande partie de ma vie à chercher des réponses à l'extérieur de moi. Je me tournais vers tout ce que je pouvais trouver pour soulager l'élancement, le désir, l'aspiration et la vocation qui émanaient du plus profond de mon âme, et me disais que je négligeais un élément. Il y avait autre chose. J'ai eu recours aux relations, à la carrière, au voyage, à la nourriture, à l'alcool et aux fêtes, mais rien de cela ne me satisfaisait vraiment. Je me suis mise à voyager aux confins de la planète, à la recherche d'une composante que je ne pouvais tout à fait saisir. Je poussais, je luttais et je contrôlais, au lieu d'écouter, de faire confiance et d'autoriser. Il a fallu que toute ma vie s'écroule pour que je m'aperçoive que tout ce que je cherchais était toujours en moi. Mon âme m'appelait toujours, mais j'étais tournée dans la mauvaise direction. Ce que j'ai pris pour le fond du baril. Quand 2011 est arrivé, on aurait dit que ma vie ne tenait qu'à un fil et qu'à tout moment, toute la tour allait s'écrouler. Originaire de l'Australie, je venais de réaliser l'ambition à long terme de ma carrière, devenir à 30 ans la directrice créative d'une agence publicitaire de Londres. Mais aussitôt parvenue à ce poste, je n'ai rien ressenti. N'est-ce pas ce que j'avais mis tant d'efforts à réaliser? À quoi rimait tant de sacrifices? Du jour au lendemain, je savais que ma carrière ne convenait plus à mon âme. Ma relation de 10 ans était à bout de souffle, mais je refusais de l'admettre. Matt et moi, on s'était rencontrés à l'université. Créatif, sensible et drôle, il était d'une calme nonchalance qui m'attirait follement, et j'étais tout de suite tombée amoureuse de lui. Les quelques premières années étaient merveilleuses, mais avec le temps, nous sommes devenus de plus en plus emmêlés et de plus en plus coincés. Depuis plusieurs années, Matt souffrait de dépression chronique. Comme nous habitions à Londres, loin du soutien de nos familles respectives, nous vivions dans le déni. Je refusais d'avouer que la situation était détraquée et me jetais dans 1000 façons de l'arranger, au lieu de me faire à l'idée de l'accepter. Mon don de voir le potentiel des gens ne nous servait pas le moindrement, ni à l'un, ni à l'autre. Plus ça allait mal, plus je m'efforçais de tenir bon. Plus j'essayais de tenir bon, plus j'ignorais les appels de mon âme. Plus j'ignorais les appels de mon âme, plus j'étais déphasée par rapport à l'univers, et plus je me sentais seule. Depuis des années, je n'avais pas senti de joie véritable dans mon cœur, mais la pensée d'être séparée de Matt était trop difficile à supporter. Nous nous aimions de tout notre cœur, mais en vérité, nous étions devenus de grands amis plutôt que des partenaires de vie. Chaque jour, je me sentais davantage acculée et coincée dans une vie que j'avais mis tant d'efforts à créer. Je butais contre l'idée de me séparer à jamais de la seule personne qui s'était trouvée à mes côtés tout au long de ma vie d'adulte. J'étais pétrifiée à l'idée d'être seule, sans aucune solution de rechange. Mon monde extérieur n'était pas aligné avec mon monde intérieur. Je n'étais pas du tout en phase avec l'univers. Je savais que mon âme m'appelait à effectuer un changement de carrière important,
à suivre ma passion pour le développement spirituel, l'intuition et le parcours de l'âme. Mais j'étais pétrifiée à l'idée de faire ma sortie du placard spirituel et de tourner le dos à la carrière et au réseau merveilleux que j'avais créé en grande peine. Je commençais à me réveiller à 3h13 chaque nuit, en sueur, incapable de reprendre mon souffle. Seule au lit, j'entendais Matt dans le couloir, toujours penché sur son ordinateur. Ma solitude était palpable. Parfois, je me recroquevillais et sanglotais, suppliant Dieu de faire un miracle pour me sortir de là, car je n'en avais pas le courage moi-même. La cassure qui m'a fourni une ouverture. Le 15 avril 2011, au réveil, j'ai appris que Blair, l'un de mes meilleurs amis, avait reçu un diagnostic de leucémie myéloïde aiguë. Mon cœur a craqué et j'ai désespérément voulu retourner en Australie. Blair gardait une part exclusive de mon âme. Avec lui, je pouvais laisser resplendir entièrement mon être le plus sincère, le plus grand et le plus authentique. Il connaissait mes rêves secrets et en entretenait de semblables. Dès notre rencontre, nos âmes s'étaient instantanément reliées. Je l'ai tout de suite aimé. Blair avait un charisme contagieux et il l'assumait pleinement. Il n'avait pas peur d'être à son meilleur et encourageait les autres à faire de même. Cet amoureux de la vie était un humain exceptionnel, le roi de la jubilation. Blair était la seule personne de mon âge à qui je pouvais parler avec sincérité de ma vie spirituelle. Le soir de notre rencontre, nous avons découvert que nous lisions tous les deux le même livre, La Voix des artisans de lumière de Doreen Virtue. Nous avions l'intention d'écrire des livres et de changer le monde ensemble. Mais d'abord, nous allions réussir dans nos domaines de prédilection. Lui en tant qu'acteur et moi en tant que directrice créative. Puis, nous allions utiliser notre capacité de changer le monde. Au cours de la journée, l'état de Blair a empiré. J'ai prié pour recevoir un signe. Devais-je ou non partir pour l'Australie ? 2 minutes plus tard, alors que je sortais un vêtement de la garde-robe, tout le bazar s'est effondré au plancher. Chaque article vestimentaire étalé devant moi. Cela m'est apparu comme un signe, et j'ai pris le vol suivant. Alors que j'étais dans l'avion, l'état de Blair a rapidement décliné, et il était dans un coma artificiel. Pendant ce long vol de retour au Bercail, quelque part au-dessus de l'Europe et du Moyen-Orient, j'ai physiquement ressenti sa présence. Je sentais le poids réel de son corps appuyé contre le mien. Je sentais sa lotion après rasage et la chaleur de ses lèvres qui embrassaient mon front. Sa main s'est appuyée contre ma poitrine pour soulager mon cœur en peine, et à cet instant, j'ai su qu'il était parti. Des années plus tôt, nous avions fait un pacte. Celui qui mourrait le premier devait rendre immédiatement visite à l'autre, pour que nous sachions qu'il était bien, et qu'il s'éternisait dans l'au-delà. Malgré ma relative jeunesse, j'avais souvent connu la mort. Mais là, c'était différent. Blair, c'était différent. Ça ne faisait pas partie des plans. Je suis tombée dans un espace profond, obscur et plein de regrets dont personne ne pouvait me sortir. Quelques mois plus tard, nous avons soudainement perdu un autre ami cher, du même cercle d'amitié tissé serré. L'univers n'arrêtait pas. Je me suis sentie trahie, amère et furieuse. Je n'avais plus la force de me battre. Je voulais me faire rembourser par Dieu. Même si Matt et moi, nous nous soutenions mutuellement pour passer à travers le deuil de nos amis, un dimanche d'octobre après avoir célébré mon 30e anniversaire, nous nous sommes entendus pour mettre fin à notre relation. Et en un rien de temps, j'ai vu un taxi noir disparaître au loin, emportant la personne avec laquelle j'avais passé toute ma vie d'adulte, et qui de cette rue s'en allait à l'autre bout du monde et sortait de ma vie. L'hiver arrivait. J'étais seule, inatteignable et très loin de chez moi. Les fondations s'écroulent. La seule chose qui m'a permis de traverser les mois suivants, c'était l'éthique de travail que mes parents m'avaient inculquée. Je les avais bien choisis. Le chagrin m'atteignait partout, à mon bureau, dans le métro, dans l'allée de l'épicerie, dans la rue. Ma famille et mes amis me pressaient de retourner en Australie, mais au fond, je savais bien que je devais affronter seule la solution. Il fallait que je m'aventure dans les cavernes les plus sombres à la recherche de la sortie.
Pour faire table rase, j'ai emménagé dans un studio au cœur de Notting Hill à Londres. En moins d'une semaine, j'ai découvert que même ça s'écroulait. Les fondations de l'édifice s'effritaient littéralement autour de moi. Devant moi, toutes les structures devaient être remplacées. J'étais saisie. J'ai saisi l'ironie. Le monde était mon réel, mon reflet. Un soir, en particulier, tout a dépassé les limites et j'étais prêt d'abandonner. Alors que les larmes incontrôlables coulaient sur mon visage, la tuyauterie a éclaté à l'unisson, transformant mon appartement en une mer infecte de désespoir humide. Vraiment, l'univers. Je me suis retrouvée sur le tapis, trempée, dans un abandon total, priant ou plutôt demandant grâce. Ça n'avait rien de gracieux et cela ressemblait à ceci. Dieu, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi, Dieu, s'il te plaît. Vraiment, j'abandonne. Je laisse tomber, je lâche tout, merde. Bon sang, je ne sais pas ce que tu veux de moi, putain. J'en peux plus, merde. S'il te plaît, Dieu, aide-moi, merde. Que diable veux-tu que je fasse? Puis soudain, j'ai clairement entendu ces mots. Va à Chicago. Et j'ai ressenti un calme et un soulagement suprême. Je me suis dit, Chicago? Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir à Chicago? Je me suis creusé la cervelle et la seule personne que je connaissais à Chicago, c'était mon institutrice, Sonia Choquette, avec qui j'avais reçu une formation à Londres au cours des 4 dernières années. Sans donner à mon mental une chance d'intervenir, j'ai tout de suite consulté son site web et envoyé un courriel à son assistant. Ce dernier a instantanément répondu qu'il y avait une formation d'enseignant privé à Chicago la semaine suivante. Elle n'était pas ouverte au public, mais il restait une place. Et Sonia était heureuse de m'y accueillir. Mon mental a dit « Tu as un immense lancement de campagne au travail dans 14 jours. Tu n'as plus de journée de congé. Ta maison s'écroule. Tu es une épave émotionnelle. Veux-tu vraiment que les gens voient ça? Pff, enseignante? Pour qui te prends-tu? Une formation d'enseignante spirituelle alors que tu n'arrives même pas à te trouver ?» Mon âme a murmuré « Va à Chicago ». Je savais qu'à moins d'un changement, ma vie ne valait pas la peine d'être vécue. Et j'ai demandé si je suis vraiment destinée à y aller. Prouve-le-moi, eh bien. J'ai fermé l'entrée d'eau, envoyé un texto à mon propriétaire, changé mon pyjama trempé, et je suis retournée à mon lit qui flottait presque. Le lendemain matin au réveil, j'ai reçu un message de mon propriétaire me disant qu'il avait trouvé quelqu'un pour réparer l'appartement, mais que je devais déménager pour une semaine. Il s'excusait à profusion en ajoutant que je n'aurais pas à verser le loyer d'1 mois, qui correspondait au coût de la formation et du vol, et qu'il allait défrayer mon séjour dans un hôtel de mon choix pendant que le travail s'effectuait, le coût de mon hôtel à Chicago. Bien fait, l'univers! Mais j'avais encore un lancement de campagne vraiment gros. 1 heure plus tard, en arrivant au travail, j'ai découvert que la campagne avait été retardée à cause d'un scandale de relations publiques. Écoutez, le PDG m'a alors suggéré de prendre un congé pendant l'accalmie car il fallait que je reste en attente après la crise dans 1 mois environ. Vraiment bien fait, l'univers. J'ai saisi ce message criant, j'ai réservé immédiatement mon vol et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris place en toute confiance sur le tapis magique.